Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette série Ils ont osé. Aujourd'hui, j'accueille Jeff Carlotti. Jeff que j'ai rencontré en fait dans une interview, il a demandé à m'interviewer et puis après on a eu plusieurs fois des échanges en lien avec nos différents business. On se soutenait, on voyait comment on pouvait s'aider. Et là, ça fait quand même un bout de temps, Jeff, qu'on n'avait pas eu de contact. Et par contre, je lis toujours attentivement tes newsletters. Et j'avais envie, tu es dans ton activité est vraiment autour du travail. Et pour moi, c'est un sujet qui m'est précieux. C'est un sujet, en sachant qu'on passe plus de 60 000 heures dans une vie au travail, je trouve que ça vaut la peine de mettre du temps, de l'énergie pour trouver quelque chose qui nous plaît et pas trop s'ennuyer ou souffrir dans ces heures. Donc, bienvenue, Jeff. Merci, merci de l'invitation. C'est un plaisir de te retrouver, du coup, et de prendre ce temps. Donc, c'est Voilà. chouette. Je Voilà. me laisse porter. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je dirais que je suis corse à la base. Je me suis réinstallé en Corse. J'ai plusieurs casquettes. Les 3 en ce moment, c'est donc coach professionnel, formateur et superviseur de coach, entre autres. Voilà, après, j'aime bien faire plein de choses, des sites internet, enfin voilà. C'est très, très pour l'éclectisme. Et voilà, disons que mon enjeu du moment, c'est d'arriver, je dirais à me remettre dans une dynamique où, chaque jour, je vais faire en sorte de suivre mon intuition, je dirais avec le niveau de granularité de la tâche. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, là, j'ai un papier, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Non, j'ai pas envie de le faire, donc je le ferai pour plus tard. Donc voilà, vraiment, j'aimerais bien, c'est mon enjeu d'atteindre ça. Est-ce que si je reformule, tu me diras si c'est juste, parce que tu nous dis une clé qui est essentielle, je pense, quand on est entrepreneur, c'est comment poser des actions, avancer, tout en restant ouvert à mon intuition, à l'inspiration. Complètement. Ouais, c'est depuis, je pense, 2020 où, alors l'année 2020, j'étais à fond là-dedans. Après 2021, j'ai un peu laissé de côté, mais là, j'ai vraiment envie de m'y remettre parce que c'est vrai que c'est là où, moi, en tout cas, je prends du plaisir. Ouais. C'est-à-dire que du coup, je suis dans le flow. Voilà, après, c'est pas forcément facile, hein, parce que, du coup, si j'ai bien conscience que, quand je pense à cette tâche-là, je sens mon corps qui se serre et que j'ai pas envie de la faire, des fois, je peux me dire: «Ben, mais c'est important, je devrais la faire» et là, il y a toutes les injonctions qui arrivent. Mais quand j'arrive à lâcher prise là-dessus, c'est super agréable et des fois même, je n'ai envie de rien faire et ça pareil, j'ai des injonctions comme quoi ce n'est pas OK de se reposer, ce machin. Donc du coup, voilà. Il y a des moments où j'arrive, des moments où j'arrive moins, mais en tout cas, je sais que quand j'arrive à suivre cette envie à l'instant T, c'est vraiment là où je suis dans le flow, c'est vraiment là où je prends du plaisir à entreprendre et où je suis dans le présent et pas dans le futur à me dire: «Oh mon Dieu, si je ne fais pas ça, alors potentiellement il va se passer ça». Voilà, ouais. Après, il y a des tâches qui sont moins joyeuses que d'autres, avec lesquelles on peut mettre du sens parce qu'on sait que ça va contribuer à, je sais rien, moi, je n'aime pas faire de la pub, par exemple, mais je sais qu'à un moment donné, si je ne parle pas de ce que je fais, potentiellement, ça va être peut-être compliqué d'avoir des clients. Donc, ça me permet de sortir d'une zone de confort, d'une, et de faire, de poser des actions qui sont peut-être pas forcément le lieu, l'endroit où j'ai le plus de plaisir. Je suis d'accord avec toi et je pense que là, c'est faire preuve de, je dirais, de lucidité. C'est-à-dire, la différence entre est-ce que mon intuition me pousse vers ça et j'ai pas du tout envie? Enfin, j'ai pas du tout envie, j'ai peur. Mais du coup, si c'est l'intuition qui pousse, je pense que c'est bon de la suivre malgré ses peurs. Et effectivement, je pense que c'est ce que tu dis, comment distinguer entre est-ce que c'est quelque chose Heu, que c'est pas du tout bon pour moi et je me force à le faire, ou est-ce que c'est quelque chose qui est bon pour moi, j'ai peur ou je suis pas confort avec ça et j'y vais quand même parce que je sais que c'est bon pour moi, quoi. Ouais. Mmh. Après, on peut aussi à un moment donné déléguer, hein. Je veux dire, dans la vie d'entrepreneur, il y a un moment donné où tu peux aussi déléguer certaines parties de ton business
à des personnes qualifiées qui sont formées là-dedans et qui peuvent te soutenir. Je suis d'accord. En termes d'expérience, alors ce principe, je suis d'accord. En termes d'expérience, j'ai essayé de recruter une commerciale, ça s'est pas passé comme ça. J'ai recruté une personne pour faire mon site web, où là, ça se passe très très bien, même s'il y a eu un temps où j'ai dû accepter de lâcher prise sur la façon dont les choses étaient faites. Moi, je dirais ah non, mais il faudrait le faire comme ça, il faudrait le faire comme ça, parce que voilà, je voulais bien contrôler le résultat, qu'il soit parfaitement comme je voulais. Donc bon, une belle séquence de stress, mais voilà, je suis encore en phase d'apprentissage là-dessus. Hein. Ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. Si j'en reviens à ta présentation, tu n'as pas toujours été coach. Si je généralise tes trois casquettes, qu'est-ce que tu faisais avant? Eh ben, avant, j'étais ingénieur en logistique. D'où le site internet, je pense. Même pas, même pas. Honnêtement, même pas. Je passais ma vie à faire des tableurs Excel, à essayer de dire, bon, si on construit un entrepôt, combien il faut mettre de personnes dedans pour travailler, combien il faut mettre de machines dedans. Et chose très frustrante pour moi, c'est qu'on n'avait jamais toutes les infos, quoi. C'est-à-dire que l'entreprise qui faisait appel à nous pour créer, pour dimensionner, c'est-à-dire leur dire que tant de personnes, tant de matériel, etc., eh ben, nous donnait pas toutes les infos. Et dans le processus d'appel d'offres, on n'avait pas forcément le droit d'aller chercher les infos. C'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué et voilà. Donc c'est le jour où l'entreprise a grandi, où je me suis retrouvé seul à bosser sur les dossiers de A à Z et où j'avais pas tous les infos pour pouvoir travailler correctement, là ça a été vraiment difficile pour moi, hein. Difficile, hein. Est-ce que ça a été l'événement qui fait qu'à un moment donné, tu es parti sur autre chose? Oui, où il y a eu autre chose que l'événement. Alors c'est intéressant. Je dirais que c'est quelque chose qui est monté petit à petit. C'est-à-dire j'ai quand même tenu 1 an et 2 mois, quelque chose comme ça, ou 1 an et 10 mois. Ouais, 1 an, allez, on va dire 1 an. J'ai dû tenir 1 an, un peu plus d'1 an comme ça, où j'étais pas bien, où je prenais sur moi, et en même temps, il y avait une personne qui m'avait formé à la prise de parole, qui était coach et qui prenait régulièrement mes nouvelles et m'avait dit par le passé: «Oui Jeff, je pense que ce serait bien que tu te fasses coacher et cetera machin». Bon, c'était quand même 2 400 balles de coaching, machin, bon, donc je me disais: «Ouais, c'est bien gentil, mais j'en ressens peut-être pas le besoin». Enfin voilà. Et puis je me rappelle, c'était l'été, donc j'étais sur Marseille, c'était l'été et j'en pouvais plus. Honnêtement, je bossais le soir et week-end, j'avais la boule au ventre quand j'allais bosser le matin, c'était juste affreux et heu et là, je pense à elle. J'étais sur la plage, je pense à elle et j'appelle, je dis: «Bah, écoute, je crois que c'est le bon moment». Donc je dirais, c'est la façon dont j'ai vécu, c'est que c'est monté progressivement et à un moment, le niveau de frustration était tel que, voilà. Et puis j'ai pensé à cette personne-là. Donc ça s'est plutôt fait par accumulation, je dirais. Ouais, mais c'est quand même intéressant parce que ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y avait déjà de la frustration au niveau du sens, au niveau de la Ah oui. manière de faire ta tâche, mais ton corps aussi, à un moment donné, tu nous parles de boule au ventre, tu avais des manifestations physiques qui te montraient que tu n'étais plus au bon endroit. Clairement. Ah mais là, clairement, clairement. Honnêtement, je serais papa, ce serait mon enfant qui me dirait, «Voici ce qui se passe au travail et voici ce que je ressens». Je lui dis: «Bah, c'est simple, tu démissionnes maintenant, hein». Ouais, «Ah mais papa, mais comment je vais faire sans le chômage?» «Tu démissionnes, hein, non négociable». «Ah!» Mais bon, pardon. voilà. Et puis, tu nous donnes une autre clé, c'est que parfois, on a besoin de, alors pas de dépenser, mais d'investir, hein, j'ai envie d'utiliser un autre mot, et de se faire accompagner dans ces transitions qui peuvent être, eh bien, c'est des grands défis, c'est des grands défis de partir sur autre chose, d'oser démissionner, parfois sans savoir ce qu'on va faire après. Donc je trouve que là, Mmh. tu parles de deux choses importantes dans le changement professionnel, en fait. Ouais et c'est un sujet qui est merci de le relever parce que c'est très important. Moi, avec l'expérience qui est la mienne, je peux dire aujourd'hui que j'hésite pas à «investir sur moi» entre guillemets. Là, je viens de me payer une formation à 6 000 € pour, développer d'autres casquettes, dans l'univers du coaching, ou autre. J'aurais jamais été capable de faire ça, hein. Les 2 400 € que j'ai sortis initialement, j'ai demandé 3 mois de délai de paiement à la nana.
j'ai demandé un lissage sur 1 an des paiements, alors que j'avais l'argent, mais émotionnellement, c'était chaud à sortir pour moi. Dépenser 20 euros, oui. Signer pour 2400, oula. Donc, je pense que pour moi, en tout cas, le fait d'avoir vécu cette expérience où j'osais pas au début et où maintenant j'ose, je me rends compte que quand on investit, quand moi j'investis aujourd'hui, je gagne du temps, quoi. Je gagne du temps. J'investis auprès des, entre guillemets, auprès des meilleurs, donc des plus reconnus. Voilà, la formation que je fais, c'est un des seuls Français à être au niveau international. Voilà, au-dessus, je peux pas aller plus haut, hein. Après, il y a après, il y a le côté anglais, mais bon, je n'ai pas encore osé passer ce cap-là, mais voilà. Donc, je pense que ça peut faire gagner du temps. Et une très belle citation qu'on m'avait dit, c'était qui veut voler comme un aigle ne demande pas conseil au moineau. Donc, si vous l'expertise c'est important et que ça vous plaît, n'hésitez pas à faire des formations de qualité, vraiment. D'ailleurs, j'ai eu des très bons retours d'une de mes clientes à moi sur la formation de Christian. Donc, voilà, je passe ça euh, D'accord. en même temps. Et je voulais dire aussi autre chose. Euh, alors, attends, tu avais dit 2 points, Anne-Chantal. J'ai oublié le second. J'avais dit que, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'il y a des signaux physiques. Ouais. Et puis, j'ai parlé de pour ce changement, pour oser, parfois qu'on a besoin d'investir et que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Oui, alors c'est vrai que sur le principe, oui, maintenant que je l'ai vécu, je le sais. Après, c'est vrai que quand on se reconvertit, on, on va être confronté, je pense, à moi en tout cas, j'ai été confronté à mes peurs, à toutes mes croyances. Et du coup, je lâche prise sur tous les repères, un peu de sécurité, mais ces illusions de sécurité, hein. Mais quand j'ai fait la transition, au début j'étais au chômage, donc je culpabilisais d'être au chômage parce que je vivais au crochet de la société de mon point de vue, alors qu'en fait j'avais cotisé, hein, bon. Après, du coup, j'avais plus de chômage, j'étais à 100% indépendant, et du coup, je me suis rendu compte que j'étais vivant, quoi. Je perdais quelque chose que je considérais comme être sécuritaire, et au final, il se passait rien, quoi. Non, mais c'est vrai. Non, mais je peux te dire, la transition fin des droits au chômage, les journées, c'était les mêmes, quoi. Je suis pas mort. Mais une fois que, alors je vais parler pour moi, une fois que je l'ai vécu, ça, je le vis dans mon corps encore une fois. Et du coup, maintenant, j'ai cette croyance aux sources que il n'y a pas de souci. J'ai d'autres croyances à dépioter, mais en tout cas, c'est parce que je l'ai vécu. Donc, le conseil que je pourrais donner, des fois, c'est voilà, même si vous ne savez pas tout, agissez quand même. Alors, faites pas n'importe quoi non plus, hein, mais mettez des protections, mais agissez quand même pour vous rendre compte en expérimentant que peut-être c'est pas du tout ce à quoi vous pensez dans votre tête en mode panique, quoi. J'adore ce que tu viens de dire parce que, non mais, la peur du manque, c'est un des plus grands freins. Alors, ça peut être au changement professionnel, mais à plein de choses, à investir pour une maison, à investir dans des formations. Enfin, et l'année dernière, on animait un atelier avec mon mari. Donc, pour ceux qui ne savent pas, spécialiste de la relation à l'argent, je pense que tout le monde sait à peu près, qui nous écoutera. Sur 26 participants, 19, c'était leur première peur. C'était la peur de manquer. Et quand on est allé creuser ce qu'il y avait derrière, ce qui vient, c'est exactement ce que tu as amené. C'est la peur de mourir, en fait. C'est cette sensation que si j'ai plus d'argent, je vais mourir. Ou alors finir sous les ponts. C'est les deux choses qui revenaient le plus souvent. C'est mourir ou finir sous les ponts. Et c'est complètement irrationnel parce qu'on vit quand même dans des sociétés où il y a plein de ressources, si on est d'accord de les utiliser. Parce que tu parlais du chômage et de la culpabilité d'être au chômage, mais il y a plein de ressources, il y a plein d'associations, il y a le revenu de réinsertion. Enfin, je veux dire, il y a plein de ressources. Et si vraiment on ne veut pas finir sous les ponts, à mon avis, après, il faut apprendre à aller taper aux bonnes portes, peut-être se faire soutenir de nouveau. Mais on ne va pas finir sous les ponts et les gens qui sont sous les ponts ne meurent pas forcément en plus. En plus. Mais c'est génial que tu rebondisses là-dessus parce que effectivement, moi, si je prendrais ma peur ultime,
dans l'entrepreneuriat, c'est de finir seul sous un pont. Mais c'est exactement ça, hein. C'est-à-dire, j'ai plus d'argent et je finis seul sous un pont. La peur fantasmée, mais dans les faits, j'ai mon entourage, j'ai mes proches, j'ai des amis. Je sais que si demain j'ai un souci, je peux aller cogner à des portes. Mais comme tu le dis, encore faut-il les utiliser. C'est-à-dire, encore faut-il oser aller demander de l'aide à quelqu'un, à nos proches, etc. Voilà, donc avec toutes les croyances, mais je vis au crochet d'eux, mais j'ai 30 ans et je ne suis pas propriétaire de ma maison, je ne suis pas exactement dans la norme, etc. Donc il y a plein de peurs, de honte, de culpabilité qui peuvent apparaître. Mais par contre, moi je trouve que ça a le mérite quand même de nous faire ça, enfin, pour moi en tout cas je le vis comme ça, de sortir de l'individualisme et d'aller vers plus de liens humains. Et en fait, plus il y a de liens, moins il y a de peur, entre guillemets, parce que si on a des relations de qualité avec les uns les autres et qu'on ne se juge pas, eh bien, au final, on est solidaires et on se soutient mutuellement. Et du coup, il y a moins de risques, vu que le risque, entre guillemets, est dilué sur l'ensemble des membres. Moi, je sais que si demain j'ai un pote qui est embêté, voilà, il n'y a pas de souci, on trouvera une solution, quoi. Ouais, j'échangeais avec une amie la semaine dernière et elle me disait, quand elle s'est séparée de son conjoint, elle avait vécu des moments difficiles et son frère lui a prêté plusieurs milliers de francs. Et puis, elle me disait que quand elle avait voulu le rembourser, quand sa situation financière s'était assainie, il n'a jamais voulu en lui disant « Écoute, moi, j'en ai bien assez, donc c'est un cadeau pour toi dans un moment difficile. » Et je trouvais cette solidarité familiale qu'il y avait dans cette famille, qu'elle était forte, quoi, vraiment très forte. Par contre, j'ai écrit une newsletter ce matin que je n'ai pas encore envoyée. Et moi, je me rends compte à quel point, et je ne l'ai encore pas complètement dépassé, j'ai cette croyance que je dois me débrouiller toute seule. Je dois être capable de faire toute seule. Et je mets dans cette newsletter, mais quelle arrogance j'ai, hein, je parle pas je parle vraiment de moi, de croire qu'on peut vivre seul. Enfin, je veux dire, c'est juste, on est tous interconnectés, on fait tous, enfin, je veux dire, il n'y a qu'à rentrer dans une pièce pour savoir si l'atmosphère, elle est froide ou si elle est chaude, hein, si elle est conviviale. Tout le monde le ressent. Donc, de toute façon, on est en connexion avec les autres. Donc, croire qu'on va pouvoir vivre dans la solitude puis devoir se débrouiller seul, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, oui, d'une forme d'arrogance, en fait. Alors, j'ai les poils qui se hérissent. Je pense que c'est très juste ce que tu dis. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on vit dans une société paradoxale où, dans les faits, quand on regarde le réel, on est tous, comme tu dis, interdépendants. Genre, si demain les éboueurs font grève ou les instituts font grève, il y a plein de gens qui vont être embêtés, hein. Donc ou les fermiers font grève. On est tous dépendants les uns des autres, hein. Même sur Koh-Lanta, ils sont dépendants les uns des autres, hein. Voilà. Mais par contre, dans, je dirais, l'image qui nous est donnée, alors moi, enfin, au travers des réseaux sociaux, de la télé, etc., c'est toujours quelque part, enfin, moi je le vis comme ça, hein, l'entrepreneur qui réussit seul, qui sait bien choisir ses équipes pour s'entraîner, qui monte une multinationale, voilà, qui a de la vision, qui réussit tout ce qui touche, il y a zéro échec. Et du coup, il y a je pense que le mal-être, il vient de ça. Enfin, pour moi, en tout cas, ça vient de ça principalement. C'est entre l'image qu'on nous donne, que la société nous donne comme l'entrepreneur qui sait, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et la réalité. La réalité, c'est ça. Il y a plein de peurs, il y a plein de croyances. C'est pas facile. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et il y a l'image qu'on a. Genre, il faudrait tout réussir de suite, faire des millions, etc. Sinon, ben, J'adore la manière dont tu présentes ça, c'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est vraiment, on est dans une société qui prône l'individualité, en fait, hein, au travers de la comparaison, de la compétition, de la plainte, de la revendication, etc., etc. Et quelque part,
si on observe la nature, je regarde dehors du coup, si on observe la nature, elle est interconnectée. Enfin, je veux dire, si on a des pommes tous les ans, c'est bien parce qu'il y a des abeilles qui vont sur les fleurs, qui pollinisent. Je veux dire, et peut-être parce qu'il y a le soleil, parce qu'il y a de la pluie, parce que tout est interconnecté. Il n'y a que l'être humain qui croit que lui, il a besoin de personnes d'autres. Et oui, ça, je pense que ça amène beaucoup de frustration, de souffrance et de rigidité. Voilà. Ah, mais 3 mots qui me énormément. viennent. Mais je suis d'accord, hein. Moi, tu vois, dans le milieu du coaching, je côtoie beaucoup de coachs qui n'osent pas dire, qui vivent pas spécialement du coaching, quoi. Qu'ils ont d'autres activités. Ouais. Parce que dans la communauté des coachs, c'est, entre guillemets, je caricature à l'extrême, hein. Tu n'as pas de valeur si tu n'as pas 100% de clients qui te payent pour du coaching. Mhm. Dans la réalité, je caricature, hein, mais on a besoin de bouffer, quoi. Donc, tu fais du coaching, tu fais du conseil, tu fais d'autres activités, des bilans de compétences, ce que tu veux. Donc, moi, j'ai l'impression voilà, qu'il y a aussi le côté, pareil, injonction du milieu. Et je pense que c'est pas facile de dire, enfin, moi, par exemple, je passe en SASU, voilà, je vais me salarier à 850 balles par mois. Alors, pourquoi 850? Parce que déjà, je paye pas d'impôts, donc c'est plutôt cool, mais surtout parce que moi, ça me sécurise du point de vue de la trésorerie, parce que en société, je donne 70% à l'État. Donc, c'est pas la même chose qu'en micro-entreprise, on donne que 25% si on dépasse pas un certain plafond. Donc, c'est pas les mêmes choses. Et moi, je sais que j'adorerais me la péter en disant: «Oui, je fais 4 000 € par mois net, machin». J'adorerais, hein, mais c'est pas le cas, hein. Et bizarrement et aussi paradoxalement que ça puisse se passer, je suis beaucoup plus serein Donc, en j'ai pas compris, Jeff, je vais te couper parce que j'ai pas compris. oui, vas-y, Ça veut dire que vas-y, tu es salarié de ta propre entreprise, c'est ça que tu es en train de dire? je vais me salarier. Là, si tu veux, j'avais une micro-entreprise, donc une entreprise D'accord. individuelle, Ouais, et là, je passe sur un mode de société classique. d'accord, ok. Voilà. Si tu veux, dans la micro-entreprise, donc l'entreprise individuelle que j'avais avant, si je rentrais 100 €, je donnais 25% à l'État. Ok, Donc ouais. il m'en restait 75. Après impôts et tout, hein, net de chez net, hein. Dans l'entreprise, la SASU que je monte, je veux dire la SAS, ça fait plus classe, la SAS. Ça sous-entend que potentiellement, peut-être, il y a plusieurs associés, tout en disant la vérité. Si je rentre 100, je donne 70% à l'État, donc il me reste 30. Entre la TVA, les cotisations, si je me salarie, hein, vraiment, 100 € de chiffre d'affaires et moi, en salaire, je me paye 30. Donc, il y a déjà un plus gros écart, mais aussi paradoxalement que ça puisse paraître, je me sens de plus en plus libre et moins rigide par rapport à ce que tu disais, depuis que je décide de vivre cette expérience. Et si je vois, quand je me dis que l'entrepreneuriat doit être une façon de faire de l'argent, je le vis très, très mal parce que je me mets des contraintes et des obligations assez élevées. Mais si je vois l'entrepreneuriat comme une façon de faire des expériences différentes, d'aller affronter des peurs, et cetera. Moi, tu m'aurais dit, Anne Chantal, que j'aurais été indépendant, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, je t'aurais dit: «Mais jamais de la vie». Tu m'aurais dit que j'aurais monté une société, heu, mais je t'aurais dit, ne serait-ce qu'il y a 2 ans, je t'aurais dit: «Mais jamais de la vie, je suis pas capable» et là, au final, je monte une société. Tu m'aurais dit, «Tu vas te salarier», je dis: «Mais mon Dieu, mais où je vais trouver les sous?» Il y a quelques mois, je t'aurais dit ça. Et puis là, du coup, je me salarie avec un petit salaire pour voir un peu comment ça se passe, et cetera. Je vais prendre une mutuelle, une prévoyance, je réfléchis à sous-traiter, je commence à regarder un petit peu avec qui je pourrais travailler pour développer une force de vente commerciale, et cetera. J'ai un expert comptable. Jamais, jamais de ma vie, il y a quelques années, je me dis: «Mais je pourrais me payer un expert comptable». Donc toute la joie, elle vient du fait d'aller vers ce qui semble être juste pour moi et qui me fait peur et de découvrir qu'en fait, ce que je pensais être une montagne, c'est une petite colline. Ok. J'ai quand même pas compris pourquoi tu avais fait le changement, mais Ah ben oui, parce que je ne t'ai pas expliqué. Pardon. J'ai fait le changement, c'était psychologique. oui, parce que quand on voit juste les chiffres, on se dit mais attends, il y a un truc qui est pas logique, quoi. Et ben voilà, tu vois? C'est exactement ça. C'est confort psychologique.
Je sais que, par exemple, si je suis en société et que quelque part, je vais m'acheter une formation, là, tu vois, la formation à 6 000 €, une formation de ce type-là, je peux la faire passer sur la société. Mhm. Donc, c'est pas de l'argent que je sors de ma poche. Si je suis en micro-entreprise, imagine, je rentre 2 000 € de chiffre d'affaires. Je paye ce que je dois à l'État, il me reste 1 500. Si je veux me payer une formation, eh ben, j'enlève de ces 1 500 là. Ouais. Donc, si je veux me payer la formation à, allez, je vais pas dire 6 000, je vais dire la formation elle coûte 500 €, ben, mon salaire, c'est plus 1 500, c'est 1 000 €, quoi. Mhm. Donc, c'est pas pareil. Et puis, psychologiquement aussi, la micro-entreprise, ça me bloquait dans le sens où je disais, mais si je dépasse un certain seuil, un certain montant de chiffre d'affaires, après, je passe à la TVA. Ah, mon Dieu, mais je sais pas comment gérer la TVA. Ah, il va peut-être me falloir un banquier. Et du coup, psychologiquement, je me limitais en termes de chiffre d'affaires de par la structure que j'avais. Ok. Est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que c'est Oui, plus oui, ça clair du coup? répond à ma question. Ça m'interroge quand même, mais Mais c'est très bien. ça m'interroge, mais bon, c'est pas le sujet de cet entretien. Donc, Non, mais ouais, je vois ce que tu veux ce que dire. Je vois ce j'entends, que tu veux c'est dire. que toi, ça te rassure. C'est en tout cas le message que tu envoies. Psychologiquement, c'est plus rassurant pour toi. Confort. C'est même un confort. Ouais. Mais c'est paradoxal, c'est-à-dire entre guillemets, je donne plus d'argent à l'État, donc je rentre moins d'argent dans mes poches, mais c'est une situation qui est vachement plus confortable pour moi. On en revient au corps, hein, là encore une fois, hein. Ouais, ouais, Donc bien c'est sûr. pas forcément, voilà, c'est pas forcément le choix idéal sur le papier, mais honnêtement, le confort de vie, Ok. voilà. Et puis, comment tu as choisi ton activité actuelle? Parce que bon, tu nous as dit que tu étais ingénieur en logistique et maintenant tu fais Mmh, du coaching. C'est pas, tu vois, tout à fait. Donc, ouais. comment tu as fait la transition? Comment ça t'est venu de faire ça? Alors, il y a eu déjà une vie entre les 2. C'est-à-dire, quand j'étais salarié, que ça allait pas bien, je me suis formé à la prise de parole en public. Ensuite, l'animatrice, m'a permis de donner des cours, elle avait des cours à l'université et elle me les a refilés parce que je m'étais formé à la recherche d'emploi en lisant des livres de techniques de vente que j'avais appliqués. Donc si tu veux, en gros, j'avais appliqué des conseils à moi-même dans le cadre de ma recherche d'emploi et après je vais commencer à donner des cours à l'université. Et puis après, ben, j'ai monté ma micro où je donnais des conseils en recherche d'emploi et puis très vite, des gens sont venus me voir avec des conseils, en réorientation, en reconversion professionnelle et moi je leur disais: «Mais il faut faire un boulot que vous aimez et cetera» et dans ma vie à l'époque, je faisais tout le contraire. Donc je me suis dit: «C'est pas possible» et c'est à ce moment-là où moi je me suis fait coacher et où je suis devenu entrepreneur. Donc j'arrive entrepreneur, je vends des prestations d'accompagnement à la recherche d'emploi, à la reconversion professionnelle et après il y a eu cette phase où là j'étais vraiment dans du conseil à des particuliers. Après donc j'ai commencé à faire des formations en ligne, j'ai fait Blogueur Pro, j'ai fait la Neuro Business School, j'ai développé des formations à la prise de parole en public aussi, aux techniques de vente aussi, hem et là, je suis arrivé à une période de ma vie où commercialement c'était génial. C'est-à-dire que, tous les mois je faisais un chiffre d'affaires, heu, bah, j'atteignais mes objectifs quoi et heu et là, du jour au lendemain, désalignement complet, hein, incapable de vendre. Je savais faire, mais j'avais pas envie. Incapable de vendre et c'est là où, ben, il y a une personne qui m'a proposé une formation de coaching, c'est venu à ce moment-là. Mais d'un point de vue rationnel, moi, tous mes choix, c'est un peu ce que dit Tom Hawkins dans le livre La Vente, hein, c'est que des choix émotionnels. La personne me propose de faire une formation de coach, je sais même pas ce que c'est. La personne est chouette, je dis: «OK, banco», hein et je suis parti pour 2 ans et demi de formation de coach. J'ai même fait une deuxième certification. Mais donc ça c'est je pourrais raconter l'histoire, mais ce serait assez long, mais si je fais de façon édulcorée, c'était une personne, une chef d'entreprise avec qui je déjeunais, régulièrement pour avoir des conseils sur l'entrepreneuriat et qui me dit: «Bah, je monte ma formation de coach» et moi je dis: «Ben, banco, quoi». Ok. Ça s'est fait comme ça. C'est comme ça. Tu as saisi les opportunités, en fait. Alors, j'ai dit beaucoup «oui» à des choses qui m'étaient proposées. Il y a eu de ça et il y a eu aussi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'aller vers des gens qui, avec qui je me sentais bien Ouais. et il y a eu aussi le fait de dire à des gens avec qui je me sentais bien: «J'ai envie de faire quelque chose avec vous». Voilà. Même si, je sais pas moi, dans 9 cas sur 10 ça marche pas, heu, là, par exemple, il y a une coach en Corse,
Voilà, c'est plusieurs fois où on se voit, on discute, monter une école de coaching, et cetera, machin, pourquoi pas, hein. Hem, mais là, c'est pas fluide l'école de coaching. Par contre, posture de coach pour un certain type de public, ça fait beaucoup plus sens. Donc ça évolue et je pense que c'est important, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, de se reconnecter à notre corps et de sentir est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est juste ou est-ce qu'il y a une résistance? Ouais. Tu donnes quand même une autre clé aussi, c'est de faire quelque chose avec les gens qui nous plaisent. Ça veut dire avec des personnes inspirantes, où il y a cette sensation qu'elle va nous aider, qu'elle va comme nous aspirer un peu aussi dans son sillage et nous faire évoluer. Pas forcément sous cet angle-là. Non? Plus sous l'angle alors c'est valable pour moi, hein, vraiment pour moi, c'est est-ce que quand je suis avec la personne, je me sens bien, quoi? Est-ce que j'ai l'impression de l'avoir toujours connue? Ou est-ce que je dois faire des efforts pour me suradapter ou m'adapter à elle? Il y a des gens, le fait d'être avec certaines personnes, ça me bouffe une énergie, je ressors, je suis vidé, hein. D'accord. Voilà, typiquement, la majorité d'entrepreneurs, si je prends un cadre de référence Processcom, on va retrouver des types de personnalités promoteurs et persévérants, très souvent, de mon impression à moi. Mais c'est pas du tout des étages qui sont familiers avec moi. Un promoteur, c'est mon dernier étage en Processcom pour ceux qui connaissent, donc j'ai très, très peu d'énergie là-dedans. Persévérant, maintenant, j'en ai un peu plus, parce que c'est plus accessible pour moi, mais c'est pas des types de personnalités, avec qui je vais vraiment être à l'aise. Promoteur et persévérant, je le travaille ça, hein, je le travaille pour muscler un peu mes étages, hein, mais je suis pas confort, pas confort. Mais par contre, d'autres types de personnalités, travaillomanes, quelqu'un de très structuré, empathique, quelqu'un de très chaleureux, rebelle, quelqu'un d'assez fun, ça me donne une énergie folle, rien que d'être avec la personne. Alors, quand je parlais de personnes inspirantes, c'est ça, c'est que ça donne de l'énergie. OK, alors je valide. Parce que tu as des personnes qui vont te donner de l'énergie. Il y a des personnes avec qui tu te sens un peu en égalité, c'est neutre. Et il y a des personnes qui te bouffent. On se laisse bouffer, hein, que ça soit clair. Hein. On se laisse bouffer, mais qui sont plutôt dans des énergies basses et qui auraient tendance à te tirer en bas. Et, euh, et moi, j'avais lu que c'était vraiment important de ne pas avoir plus qu'un tiers de son temps avec des gens qui ont des énergies basses. Et en coaching, tu peux te retrouver parfois, et je dirais peut-être les thérapeutes encore plus, avec des rendez-vous toute la journée avec des gens qui ne vont pas bien, quoi. Alors, les pauvres, ils en peuvent rien, mais ça peut être, il faut être attentif à quel moment, comment tu fais pour te ressourcer, pour pas, toi, t'épuiser complètement. Ouais, bah, écoute, tu vois, c'est marrant ce que tu dis là, parce que là, je suis en train d'écrire un bouquin avec une personne sur Marseille et un des conseils qu'on donne au début du bouquin sur l'entrepreneuriat, c'est, justement de couper les liens avec les personnes, on va dire, même si c'est de la famille, bon, faut mettre les formes et cetera, mais espacer la fréquence des échanges, diminuer le temps passé avec, pour laisser un vide qu'on va remplir avec des personnes, comme tu dis toi, qui nous donnent de l'énergie, quoi. Ouais, Mmh. ouais, ça me paraît assez essentiel, Ouais. effectivement. Bon, les peurs que tu as eu à dépasser, je crois que tu nous en as pas mal parlé. Hein, en tout cas, la sécurité financière, entre autres. J'entends même que c'est même ça qui te fait changer ta société, quelque part, changer d'autres formats de société. Mais comment tu as, parce que tu nous as dit, bon, j'ai été au chômage, après, il n'y avait plus le chômage, donc tu as géré ça comment, ce côté, ce changement financier? C'est-à-dire? Est-ce que j'ai bien vécu, pas bien vécu? Comment je l'ai Ouais, et puis vécu? qu'est-ce que tu as mis en place comme repère, OK. comme un peu OK. bouée pour pouvoir quand même, tu es quand même devenu entrepreneur. Donc, il y a bien un moment donné où tu as dû passer ce cap de l'insécurité financière. Alors, je vais te faire 2 réponses. La première réponse, c'est que les peurs dont tu as parlé sont toujours présentes, mais pas au même degré. C'est-à-dire que bon, je caricature, au début, je me vendais à 8 € de l'heure, TTC. Maintenant, enfin, après, je suis monté jusqu'à du 220 € de l'heure, ça dépend après quelle prestation. Mais il y a toujours, moi, je le vis comme des paliers, quoi, des paliers de peur. Ouais, des plafonds de verre, en fait. Ouais. En l'occurrence, pour les montants, et même les peurs, bah, d'abord, il y a la peur de sans le chômage, après il y a la peur de, la retraite, après il y a la peur de
Et du coup, je vois comme une façon de pacifier, d'affronter différentes peurs, voilà, et de les pacifier. Donc, pour moi, c'est pas, je vis pas comme j'avais une peur, je l'ai plus. C'est j'avais une peur, je l'ai plus, j'en ai une autre, je vais la travailler, j'en aurai une autre, et ça me permet de grandir et de me développer. Pour répondre à ta question sur l'argent, moi, je sais que avant, jusqu'en 2020, je m'obligeais plus ou moins à gagner 30 000 balles par an, sinon j'avais aucune valeur. Alors moi, c'était droit au but, hein, je sais pas si c'est parce que j'étais sur Marseille, mais c'était en gros, si tu fais pas 30 000 € de chiffre d'affaires par an, c'est que tu es qu'une grosse merde, tu mérites pas, d'exister. Enfin voilà, c'était assez costaud, hein, et j'arrivais pas. Et en 2020, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est là où je me suis dit: «Bon, pendant un an, j'accepte de mettre l'argent entre parenthèses, je vais suivre mon intuition et je vais voir où est-ce que ça va me mener». Et en septembre, 2020, je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, naturellement, j'ai été OK avec le fait de gagner zéro à la fin du mois. C'est-à-dire que je m'autorisais à ne pas gagner d'argent. Mhm. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc je dirais, j'ai posé une intention qui était de mettre entre parenthèses pendant un an et de plus me poser de questions d'argent pendant un an. Et dans cette période-là, où je suivais mon intuition et j'arrêtais de me forcer à trouver des clients alors que j'en avais pas envie, dans cette période-là, au bout de 9 mois, ben, je me suis dit: «Ah ben, en fait, c'est OK de pas, que je gagne zéro à la fin du mois». Enfin, Mm. je sais pas l'expliquer mieux que ça. Ouais, J'ai ok. Voilà. En tout cas, ce que j'entends, c'est un peu comme si le muscle de la sécurité s'était renforcé au fur et à mesure des expériences que tu as vécues, en fait. Peut-être, peut-être. En tout cas, si je prends un peu de recul, ce qui était très aidant, c'est le fait de mettre un cadre où je dis: «OK, pendant un an, j'ai les sous de côté. Est-ce que je suis prêt, entre guillemets, à perdre?» Je sais pas moi, si je me mets, 2 000 € par mois, 1 an, ça fait 12 mois, c'est 24 000 €. Est-ce que je suis prêt à perdre 24 000 €? C'est-à-dire, j'ai rien qui rentre, il y a que de l'argent qui sort. OK, je suis OK pour perdre 24 000 €. Super, donc pendant un an, je vis sans toutes les peurs de l'argent. Ouais, c'est C'est intéressant comme expérience. c'est Ouais, super inspirant. cadeau, hein. Mhm. On arrive bientôt au bout de cet entretien. Moi, ce que j'aimerais savoir, encore une chose, c'est qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton activité actuelle? Oh. Mais il y a peut-être plusieurs choses, hein, mais... Ouais, la première qui vient, c'est le fait de m'autoriser à suivre mes envies, comme je disais au début de l'entretien, à l'instant T. Ça, c'est ce qui me fait kiffer parce que je suis dans le moment présent. Je j'ai pas des peurs sur l'avenir, et cetera, et je vis pleinement ma vie, quoi, hein. J'ai vraiment cette sensation-là. Ce qui me fait, kiffer aussi, dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est un super prétexte pour bosser sur soi, je trouve. C'est-à-dire que moi, ça m'aide considérablement à monter en niveau de conscience parce que je suis souvent confronté, enfin, je rencontre plein de situations confrontantes. Ouais. Genre, par exemple, récemment, j'ai rencontré, une personne, dans un cadre professionnel, je ne peux pas la voir. J'ai peur quand je veux la voir, et du coup, alors, je suis pas seul, hein, comme on disait tout à l'heure aussi, moi j'ai un thérapeute qui me suit, j'ai un coach qui me supervise, j'ai un espace de formation, donc voilà, il y a tous ces espaces ressources, hein, entre autres, et en discutant avec, mon thérapeute, justement, ce qui est ressorti, il m'a dit: «Mais tu lui donnes beaucoup d'importance à cette personne», et je dis: «Bah, c'est vrai». Là, j'ai réalisé, en fait, qu'elle me faisait peur, mais en fait, je lui donnais de l'importance, donc c'était quelque part moi qui faisais que, et depuis, bah, j'ai plus de soucis. Donc, et du coup, face à des personnes comme ça qui avant me faisaient, je me chiais dessus pour parler crûment, maintenant ça va bien. Et le plaisir, il est que d'oser affronter cette situation confrontante, ça ne veut pas dire affronter seul, ça peut se faire aider, et cetera, d'oser l'affronter pour la dépasser, monter en niveau de conscience de ce qui se joue et du coup être plus apaisé Mhm. et du coup être en paix. Et je finirai avec ce troisième point, c'est que du coup, quand je rencontre des gens qui arrivent en disant: «Oh mon Dieu, mais j'ai honte d'être au chômage». Bah, moi, quand je les accueille, ces gens-là, j'ai pas leurs croyances, vu que je les ai dépassées et que je suis un peu pacifié à ce niveau-là. Donc je leur dis: «Bah, c'est pas grave. Regarde, déjà, tu es français, donc on t'a pas demandé si vous voulez être français,
Donc, on t'a collé dans un système dans lequel il y a des cotisations, tu as payé ton chômage. Déjà, on ne t'a pas demandé si tu voulais cotiser au chômage, et en plus, tu as cotisé. Donc, 2 raisons, tu le prends ton chômage. Donc, ça me permet de mieux accompagner les gens. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a cette passation de moi, je fais le travail sur moi au travers de l'entrepreneuriat, je pacifie ma relation avec l'argent, avec des peurs, etc., etc. Et du coup, j'aide d'autres personnes à en faire autant. Et ça crée un peu un cercle vertueux. C'est ça que j'aime bien. Ouais. Magnifique ce que tu viens de dire, le cercle vertueux. Oui, Ouais, parce que je crois qu'on peut aider les personnes jusqu'à l'endroit où nous, on est arrivé. Je ne crois pas qu'on puisse aider des personnes dans des endroits que nous, on n'a pas du tout explorés. Alors, c'est peut-être une croyance limitante. bah, ce qui marche pour moi, c'est que moi, je ne peux pas aider des gens si, quand ils me présentent un problème, je suis dans l'émotion. Parce que j'ai le même ou parce que voilà. Là, je peux pas. Ouais, c'est ça. Ou des fois, je suis dans la raison, mais j'ai aucune piste de stratégie pour l'accompagner. Ah là, je dis: «Bah, je peux pas». Éventuellement, je redirige. Mais voilà, moi, c'est soit le problème de mon interlocuteur me met dans l'émotion et je peux plus gérer, soit, j'ai juste pas les clés ou les outils pour l'aider, quoi. Ouais. Ok, Cool. si la dernière question, si tu avais un seul conseil à donner Heu, à des personnes qui veulent changer de travail, pas forcément passer de salarié à entrepreneur, entrepreneur, mais même de changer de travail au niveau salarié, en restant dans le salarié, ou enfin en tout cas qui sont dans ce doute, qui ne savent pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Ben, j'ai envie de partager le conseil que m'a donné, Robin Shohay, qui est un superviseur, je crois qu'il est anglais, si je dis pas de bêtises, et il disait, «Ne croyez personne, surtout les soi-disant experts». C'est-à-dire que vous allez rencontrer plein de gens qui vont vous dire: «Ah non, fais pas ci, tu ne devrais pas faire ci», qu'on vous pouvez par A plus B, que vous ne devriez pas faire ce que vous avez envie de faire, et cetera. Moi, je vous invite vraiment à ne pas les croire et à vraiment vous recentrer sur ce dont vous avez envie. Après, ça ne veut pas dire, bah, vous faites ce que vous avez envie, peu importe les conséquences. Non, hein, si vous avez une envie, bah, vous en assumez les conséquences, vous êtes intelligent, bah, moi je peux supposer que vous êtes intelligent, donc vous allez mettre en place une stratégie, s'il y a un risque, vous allez mesurer le risque, l'évaluer, prendre en conscience la décision de: «OK, il y a ce risque-là, j'y vais parce que je suis prêt à perdre potentiellement», si je reprends mon exemple, 24 000 €, et cetera. Mais c'est vraiment ce conseil-là, c'est n'écoutez pas les gens et je finirai avec cet exemple. Moi, j'ai eu une conseillère à PEC. Quand je suis allé la voir, j'étais salarié et je lui ai dit que j'aimerais bien donner des conseils en recherche d'emploi à des gens. Elle m'a dit: «Monsieur Carlotti, jamais personne sera prêt à payer pour des conseils qu'ils peuvent avoir chez Pôle emploi ou la PEC». Moi, à l'époque, je l'ai cru, hein. Zut! Je l'ai cru. Donc pendant 1 an, j'ai pas entrepris. J'ai retardé ma création d'entreprise d'1 an parce que j'ai cru cette dame qui disait, heu, bah, que personne n'achèterait mes conseils. Mais ce que cette dame ne savait pas, c'est que moi, je proposais pas les mêmes conseils que chez la PEC et Pôle emploi. Très évident. Mais à l'époque, voilà, j'étais pas conscient de ça. Donc pour ça, ne croyez pas les gens. Ouais, moi, pour moi, c'est vraiment, enfin, j'ai fait une vidéo hier sur les 4 pièges qui peuvent faire transformer ton idée géniale en échec. Et ça, c'est un des pièges. C'est en fait le juge intérieur des autres et ils ne le gèrent pas eux-mêmes. Puis hop, ils viennent te donner la patate chaude, quoi. C'est un des pièges ouais, qui existe effectivement. C'est ça, donc moralité, si vous devez ne retenir qu'une chose de notre échange, en tout cas pour ce qui me concerne, ne croyez pas un traître mot de ce que je vous ai dit et allez vérifier et expérimenter par vous-même. Voilà. Ça, vous faites votre vérité. Voilà. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, qui est important, c'est d'aller vérifier à l'intérieur de soi si ça dit oui ou si ça dit non, et de toujours garder son libre arbitre. Effectivement, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Jeff, Merci pour Anne-Chantal. m'avoir accordé ce temps. Et puis, je te dis à bientôt. Et quel temps il fait encore ça avant qu'on... Ah, il fait gris. Ah, donc il faut que tu viennes en Et, Suisse, sinon on a du soleil. Tu vois, j'ai passé mon temps à essayer d'éviter d'avoir voilà, ok. mais je vais finir vraiment par venir parce qu'il a grêlé la semaine dernière, donc Ok. c'est plus comme c'était avant.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, plein de pépites, plein de ressources. Et je vous dis à tous à tout bientôt. Bye bye.